Donc, rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer la remise de prix. Je m'adresse aux quatre lauréats pour leur signifier qu'on va vous donner la main sur votre présentation au moment de vos temps de parole. Ce sera plus simple pour vous pour pouvoir faire défiler vos slides sans être interrompus d'autre part. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est de pouvoir bien renommer vos petites fenêtres pour bien savoir qui s'est connecté aujourd'hui. Ça se fait juste via un clic droit sur votre image. Je vais tout de suite passer la parole à Marion Lelouvier qui va introduire cette remise de prix des chirurgiens de l'avenir. Marion, c'est à vous. Merci Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marion Lelouvier, je suis présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir depuis un peu plus d'un mois maintenant. C'est curieux pour moi d'ouvrir cette séance de remise de prix qu'on va essayer de faire la plus conviviale possible, mais qui est forcément moins festive que d'habitude, puisque pour des raisons de respect du protocole sanitaire, on n'a pas pu retenir le modèle classique habituel dans les locaux de l'Université Descartes avec une conférence inaugurale. Mais il nous semblait important de nous réunir tout de même pour pouvoir vous remettre ces prix du chirurgien de l'avenir 2020. Je vais simplement dire quelques mots sur la Fondation. La Fondation de l'avenir, elle a pour vocation de soutenir et promouvoir la recherche médicale au bénéfice des patients, la recherche médicale appliquée. C'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Elle a été créée par la mutualité et elle est le lien, justement, le trait d'union entre les mutuelles qui remboursent les soins, qui parfois gèrent des établissements, et les acteurs de la santé publique. Elle a été créée il y a un peu plus de 30 ans et aujourd'hui, ce sont une quarantaine de partenaires qui soutiennent la Fondation, qui travaillent avec nous et sur qui on peut compter. Et avec eux également, à leur côté, nous comptons aussi sur environ 50 000 donateurs qui sont des particuliers. Et tous ensemble, nous avons pu faire vivre et financer un peu plus de 1200 projets depuis l'origine de la Fondation et dont des premières mondiales. Ce sont des projets qui sont en France, qui sont de chirurgie, mais aussi de santé numérique depuis quelques années et qui sont aussi depuis quelques années des projets au-delà de nos frontières, hein, puisque la Fondation est membre d'IIT Health. Notre objectif, c'est bien d'accompagner le chercheur dans chaque étape de sa vie. Donc, on a différents dispositifs à la Fondation de l'Avenir. Le soutien, comme le soutien à la reconnaissance des jeunes étudiants prometteurs, les bourses de doctorants. Évidemment, l'appel à projet, celui de 2021 est en cours. Là, la première phase de lettre d'intention vient de se terminer, mais on a l'appel à projet de recherche médicale qui a réuni plus de 260 candidatures que nous allons étudier avec le conseil scientifique prochainement. Et puis, bien sûr, on a aussi une mission de valoriser tous ces travaux qui sont menés par les chercheurs. Donc, on fait à travers des publications et des événements comme celui d'aujourd'hui, par exemple, les prix des chirurgiens de l'avenir, qui en sont une illustration. Donc, on organise cet événement en partenariat avec les universités Paris-Sud, Paris-Est Créteil et Paris-Descartes, et avec le soutien de l'Académie nationale de chirurgie, qui est aujourd'hui représentée par le professeur Philippe Mar, son président, qui est également membre de droit de notre conseil de surveillance. Voilà pour les grands événements, les grands éléments autour de ces prix. Donc, c'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est l'achèvement de ce processus avec la remise des prix. Mais on a 3 étapes. La sélection des dossiers par les directeurs de parcours de l'université, des expertises indépendantes, et puis les lauréats sont désignés par notre conseil scientifique
Alors, je ne crois pas que le président de notre conseil scientifique nous ait encore rejoint, mais ça ne saurait tarder. Le professeur Éric Allaire participe largement, ici comme pour les autres travaux de la Fondation, à la sélection des projets soutenus. Ces prix montrent l'importance qu'accorde la Fondation de l'Avenir dans l'accompagnement des chercheurs tout au long de leur vie. Et dès le départ, on a quelques illustrations. Donc, notre présidente de conseil scientifique a été accompagnée par la Fondation, mais aussi Clarisse Evenot avait été lauréate du prix Parcours Cancérologie au premier prix du chirurgien de l'avenir. Elle est aujourd'hui membre du conseil scientifique de la Fondation et responsable du parcours cancérologie au master de sciences chirurgicales également. Voilà. Je ne vais pas être plus longue. Je vais donner la parole au professeur Martineau. Ah non, professeur Allaire, pardon, qui vient de se connecter. Voilà, c'est le direct. Donc, c'est très bien. Bonjour, professeur. Je vous laisse la parole si vous avez la possibilité de dire quelques mots sur le master. Merci. Mais quel timing! Alors, nous ne vous entendons pas encore. Monsieur Allaire. Ça y est, pardon, excusez-moi, c'était le micro. Oui, l'histoire du master est ancienne puisqu'il a été fondé, ce master, par l'un d'entre nous il y a 25 ans maintenant. Il a pour objet de former les jeunes chirurgiens à la recherche, le plus souvent pour une carrière hospitalo-universitaire, mais pas toujours. La Fondation de l'Avenir est entrée, si je puis dire, dans le master de deux manières. D'abord par le prix que nous célébrons aujourd'hui, sa dernière édition, que nous avons créé avec l'idée qu'il était extrêmement important de valoriser les jeunes chirurgiens ou chirurgiennes qui s'engagent dans la voie de la recherche. C'est quelque chose d'important parce que la chirurgie est un élément vivant de l'activité humaine. Il faut savoir qu'il y a plus d'actes chirurgicaux dans le monde chaque année que de naissances. C'est dire l'importance de la chirurgie dans la santé humaine. Et que constamment, évidemment, cette chirurgie a une dynamique propre d'évolution, mais aussi bénéficie de l'environnement des sciences pour continuer à progresser. Donc ça, c'est le premier lien entre la Fondation de l'Avenir et le prix, le master de sciences chirurgicales. Le second lien, et nous insistons beaucoup chaque année sur ça, c'est que la vocation essentielle de la Fondation de l'Avenir, c'est évidemment d'aider la recherche, comme son nom l'indique, Fondation pour la recherche médicale, mais traditionnellement, la Fondation a une coloration chirurgicale extrêmement importante. Elle est le premier bailleur de fonds pour la recherche chirurgicale en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres fondations qui soient aussi présentes, qui accompagnent autant la chirurgie que la Fondation de l'Avenir. Donc, c'est quelque chose d'important en soi. Et puis, la Fondation a depuis plus de 10 ans une empreinte extrêmement forte pour aider les jeunes chirurgiens. Qu'est-ce que nous voulons dire par aider les jeunes chirurgiens? Eh bien, typiquement, lorsqu'on débute son clinica, que l'on s'est formé à la chirurgie à travers un master, le plus souvent par une thèse de sciences, eh bien, on veut évidemment commencer à faire de la recherche, j'allais dire pour soi, c'est-à-dire avec ses propres idées. Et pour débuter avec ses propres idées, eh bien, trouver des fonds est difficile parce que les unités de recherche ont leur propre dynamique avec des plans quadriennaux extrêmement lourds. Donc, il est souvent difficile de s'intégrer dans ces unités, en tout cas de dégager des fonds pour faire sa recherche. Eh bien, la Fondation de l'Avenir est là pour aider nos jeunes collègues à débuter leur chirurgie. Donc, c'est aussi un message tout de suite là, maintenant. Là, c'est trop tard pour cette année, mais dès l'année prochaine, regardez le site de la Fondation de l'Avenir.
Et puis, voyez les thèmes de l'appel d'offres chaque année. Et puis, n'hésitez pas à candidater pour débuter votre recherche, à nous contacter pour des conseils éventuellement. Et je salue pour terminer nos amis de l'Académie nationale de chirurgie qui est chaque année traditionnellement partenaire de ce prix. Et vraiment, nous avons voulu associer, faire ce tripode, master de sciences chirurgicales, Fondation de l'avenir, et puis, j'allais dire, comme chapeau global, accueil des jeunes chirurgiens, l'Académie nationale de chirurgie. Je vous salue tous et que la fête commence. Merci, Monsieur Allaire. Je cède la parole maintenant à Monsieur Martineau. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, bonjour à toutes et tous. Avant tout, alors c'est vrai que c'est une année très particulière, hein, tout ce qu'on vit depuis un an a quand même bouleversé nos vies, on ne va pas rentrer dans le détail. Cette cérémonie, je la connais depuis quasiment les origines, parce qu'en fait, on m'a confié le parcours 3R en 2008. C'est l'occasion de remercier encore une fois la Fondation de l'Avenir avec tous ces événements. Cette cérémonie, cette remise de prix aurait pu disparaître cette année. Vraiment un grand merci à la Fondation de l'Avenir, un grand merci à la nouvelle présidente du directoire, un grand merci à Eric, que je retrouve avec plaisir. Et puis un merci à l'Académie. Je salue tous les membres de l'Académie et son président Philippe Marr. Alors chaque année, je me demande, c'est vrai qu'on m'a confié cette mission d'animer un parcours, le parcours 3R. Hein. Le parcours 3R, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce parcours? On répare, on remplace, on régénère. Et c'est vrai que chaque année, je me demande est-ce que je vais reconduire finalement cette animation de parcours. Et chaque année, je me dis toujours la même chose, c'est que l'année dernière, les travaux ont été tellement formidables, c'est le cas encore cette fois-ci, que finalement, c'est très intéressant de continuer. Je continue aussi chaque année parce que maintenant, dans ce parcours 3R, on a mis en place un groupe d'une trentaine de chirurgiens qui donc assurent les enseignements, qui viennent de toutes les spécialités, de tous les horizons, de toute la France. Et c'est un groupe, je pense, assez intéressant, en particulier pour tout ce qui concerne l'innovation, l'avenir de la chirurgie. Donc, je l'ai dit, hein, cette année a été encore très riche. Bravo à tous, parce que vous avez, à toutes et tous, vous avez dans des circonstances parfois difficiles avec cette pandémie Covid, su quand même mener à bien vos projets. Alors, la plupart des projets, ils ont trait à l'innovation chirurgicale. C'est un peu l'esprit de ce master. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très important de continuer à soutenir la recherche en chirurgie. C'est une recherche qui doit rejoindre finalement à travers sa méthodologie toutes les autres recherches qui ne soient pas chirurgicales, mais c'est aussi une recherche qui est assez spécifique et en particulier dans le cadre de l'innovation. Innover, c'est toujours compliqué, c'est ce que je dis. Alors malheureusement, cette année, on n'a pas pu vous faire la session innovation chirurgicale, hein, je suis désolé. Ceux qui voudraient participer à cette session sont les bienvenus dans le master de cette année, parce que je crois que c'est une session importante, puisque c'est au cœur de notre métier, en particulier pour les universitaires. Innover, c'est toujours très, très difficile. Pourquoi? Parce que si vous répétez sans cesse ce qui a été fait, personne ne vous posera jamais de problème. Par contre, quand vous innovez, vous commencez à bouger les lignes, à déranger, et l'innovation est toujours très, très difficile, et c'est important d'avoir un bon bagage, en particulier qu'on essaye de vous donner dans le cadre de ce master de sciences chirurgicales. Pour conclure, je vais terminer par une citation qui n'est pas une citation de quelqu'un de très connu, puisque en fait c'est un des correspondants on a fait la semaine dernière notre 30e greffe de trachée selon une technique qu'on a mis au point justement dans le master de sciences chirurgicales en 97-98. Et c'est pas toujours facile l'innovation, mais là le médecin référent, et quelque part c'est ça qui nous pousse à continuer à franchir les limites.
m'a envoyé une phrase très simple par email. C'est la suivante: la chirurgie est définitivement un art. Voilà. Donc, bravo à tous et puis bonne chance pour le prix. Merci beaucoup, Monsieur Martineau. Nous allons maintenant passer la parole au premier lauréat, qui est Monsieur Maximilien Rich, lauréat du prix Neurosciences, qui prononcera, je pense, beaucoup mieux que moi le nom de ses travaux. Monsieur Rich, c'est à vous. Monsieur Rich, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez branché votre micro? Je vois toujours votre micro barré. En fait, vous pouvez l'activer en bas à gauche de l'écran. Monsieur Rich, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Alors, je vous vois à la caméra. Avez-vous besoin qu'on reprenne la main pour vous aider? OK. Est-ce que vous pouvez entre-temps activer votre micro en bas à gauche de l'écran? Vous devez décocher le micro qui est barré. Perdre contact avec les neurosciences, c'est toujours douloureux. Son micro ne fonctionne pas. Je ne peux pas l'activer en fait. On peut l'éteindre, on ne peut pas le rallumer. Ouais. Vous n'avez pas du tout la main, Monsieur Rich, sur votre... Ah, alors, Monsieur Rich s'est déconnecté. Je vais donner la parole alors, un peu plus rapidement que prévu, visiblement. Ah, alors, attendez, monsieur, on laisse une seconde chance à Monsieur Rich de se reconnecter. Oui, excusez-moi, lorsque vous m'avez passé la main, mon ordinateur a bugué, je n'avais plus le contrôle de rien du tout. Je repasse la main. Tout va bien, tout va bien. On respire et ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, je parlais pour moi. Ah. Je vous laisse la parole, Alors, ça me fait exactement la même chose, c'est-à-dire que dès que vous me passez le contrôle de l'écran, je n'ai plus le contrôle de rien du tout. Et nous, on n'a pas ce slide. Alors, si justement, Ben voilà, on va faire défiler les slides pour vous. Alors là, c'est bon, c'est revenu. À la limite, je peux peut-être partager mon écran maintenant. Ah non, c'est désactivé. Alors, vous n'avez pas besoin de partager, vous avez directement le contrôle. En fait, il vous suffit d'avancer les slides. Ah, alors j'avais changé un tout petit peu mes diapositives depuis. Bon, c'est peut-être pas un souci, j'irai plus vite sur les détails moins importants. Est-ce que vous pouvez faire défiler du coup avec les flèches de votre clavier? Alors non, ça ne marche pas là. Est-ce qu'on peut les faire défiler, nous, de notre côté? Je reprends le contrôle. Hop. Alors, Julien va les faire défiler pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir commencer votre prise de parole. Merci, excusez-moi pour ce petit couac. Aucun souci, rassurez-vous. Bon, je voulais tout d'abord vous remercier de me laisser la possibilité de présenter les travaux de notre équipe. Donc, je vais rapidement vous parler de ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire appliquer l'ouverture de barrières hémato-encéphaliques dans un modèle de maladie d'Alzheimer. Si on peut, parfait. Bon, là, c'était juste une petite diapo pour expliquer des choses que je pense que tout le monde connaît. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente, dont la prévalence ne cesse d'augmenter et elle va continuer à augmenter avec le vieillissement de la population et que ça constitue un enjeu de santé publique et un coût de santé publique majeur. Voilà. Alors, d'un point de vue neuropathologique, la maladie d'Alzheimer est définie par deux grands types de lésions neuropathologiques. La première, qui est la première décrite et la plus ancienne, qui est maintenant décrite depuis presque un siècle, c'est l'accumulation extracellulaire de protéines bêta-amyloïdes, enfin de plaques bêta-amyloïdes. Ces plaques amyloïdes sont faciles à observer même au microscope, mais n'ont pas d'incidence directe, en tout cas leur évolution n'est pas corrélée à l'évolution de la clinique. À l'inverse, on a découvert beaucoup plus récemment
l'accumulation de protéines Tau. Cette fois, cette accumulation se fait dans les neurones et non plus dans l'espace extracellulaire. Et c'est cette accumulation qui est à l'origine de la dégénérescence neurofibrillaire, et la quantité de protéines Tau est reliée à la clinique et donc aux démences liées à Alzheimer. Parfait. Alors, l'Alzheimer n'est pas du tout un domaine de recherche laissé à l'abandon. Au contraire, des essais thérapeutiques, il y en a un paquet, que ce soit des thérapeutiques anti-amyloïdes ou des thérapeutiques anti-tau. Malheureusement, la plupart sont en échec. Pourquoi? La plupart du temps, parce que les drogues qui sont développées n'arrivent pas à pénétrer l'encéphale du fait de la barrière hémato-encéphalique. Alors, l'une des solutions qui est apparue depuis quelques années pour permettre une perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique, c'est l'utilisation couplée d'ultrasons avec des microbilles de contraste échographique qui permettent, alors là, normalement, si vous le lancez, vous avez une petite vidéo qui permet de le voir. Voilà, parfait. C'est l'injection intravasculaire de ces microbilles qui vont rentrer en cavitation sous l'impulsion des ultrasons et induire un stress mécanique sur la paroi d'un endothélium vasculaire et permettre une ouverture temporaire de la barrière hémato-encéphalique, cette ouverture temporaire permettant l'entrée dans le parenchyme cérébral des drogues qui sont injectées en même temps en intravasculaire. Alors, ce système est déjà utilisé dans le domaine de la neuro-oncologie, en particulier pour le traitement du glioblastome, qui permet de faire augmenter la captation cérébrale de diverses drogues, en particulier le carboplatine, avec des résultats pour le moment plutôt positifs. Alors, quand on essaye d'appliquer cette technologie à la maladie d'Alzheimer, ça a été fait. Les premiers essais ont été faits avec des immunothérapies. On s'était dit, on va faire comme pour la chimiothérapie dans le glioblastome. On va injecter l'immunothérapie, ouvrir la barrière hémato-encéphalique et voir si l'anticorps arrive à pénétrer le parenchyme cérébral. Ça a été fait, les résultats étaient plutôt positifs, mais dans le même temps, des résultats surprenants ont montré que dans les groupes où les souris ne recevaient que des ultrasons, que de l'ouverture de barrière hémato-encéphalique sans les immunothérapies, le nombre de plaques amyloïdes et le nombre de dégénérescences neurofibrillaires étaient également diminués. Et c'est de là qu'est parti notre projet. L'idée première était d'étudier l'effet sur la pathologie Tau de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique et dans un second temps, d'étudier la création d'un nouveau nano-anticorps de plus petite taille qui permet de diffuser encore plus facilement dans le parenchyme cérébral. Alors, le plan d'étude était assez simple. Nos animaux recevaient une séance hebdomadaire de sonication, donc d'ouverture de barrière hémato-encéphalique, pendant 5 semaines. À l'issue de ces séances, les animaux étaient sacrifiés et on analysait leur parenchyme cérébral. Alors, je vous ai quand même mis les premiers résultats de notre première cohorte qui a été interrompue par la première vague du coronavirus. Le laboratoire a fermé, l'animalerie aussi. Donc, à la sortie du confinement en mai, on a pu retrouver 5 animaux sur la quinzaine qui avaient été initialement désignés pour cette étude. Bon, je vous mets quand même les résultats, puisque malgré l'absence de significativité, on s'aperçoit, et en particulier vous le voyez sur le schéma de droite, que les animaux soniqués sont en bleu, avec un nombre de dégénérescences neurofibrillaires plus faible que les animaux non soniqués en orange sur la droite du schéma. Alors, je ne sais pas, ma souris, vous ne la voyez pas non plus. Non, j'imagine que non, du coup. Non. Si je partage, je peux plus avancer. Non, bah, c'est pas très grave. Bon, du coup, nous, on a lancé une deuxième série d'études avec les animaux qui nous restaient, puisqu'on utilisait des souris de 4 mois. On a eu du mal sur 1 an, du coup, après le confinement, à reproduire de nombreux animaux, mais on a quand même lancé une deuxième cohorte dans l'été où le système d'études était le même. Et là, ça va être la colonne de gauche qui nous intéresse plus que la colonne de droite. Et on retrouve des résultats similaires, c'est-à-dire que dans l'hippocampe, on remarque une tendance à la diminution du nombre de dégénérescences neurofibrillaires dans les animaux ayant reçu la sonication et donc ayant reçu l'ouverture de barrières hémato-encéphaliques. Là, le nombre d'animaux
était de 8, on n'atteint pas le seuil de significativité. C'est pour ça qu'on est en train, en ce moment, de lancer une 3e cohorte pour essayer d'avoir plus d'animaux et des résultats un peu plus probants. Bon, là, juste un mot rapidement, c'était cette diapo que je voulais, enfin les 2 suivantes dont je voulais, que j'ai enlevé de mon diaporama. C'était juste pour rapidement vous parler de l'anticorps que nous développons en collaboration avec l'Institut Pasteur. Et c'est l'immunohistochimie du bas qu'il faut regarder, où on voit l'anticorps qui pénètre le parenchyme cérébral entre les 2 traits noirs. On voit bien que l'immunohistochimie est beaucoup plus marquée dans cet endroit-là. Et donc, c'était des résultats plutôt positifs pour montrer que notre anticorps arrive à pénétrer le parenchyme cérébral après ouverture de barrière hémato-encéphalique. Bon, ça, c'était la même chose en version un petit peu zoomée pour montrer que l'anticorps arrivait à marquer les dégénérescences neurofibrillaires dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, pour la suite, c'était ce dont je vous parlais à l'instant, une 3e cohorte de souris qui est en cours d'analyse, ainsi que l'analyse de la neurogénèse, puisque les nouveaux papiers récents ont montré que la sonication pouvait éventuellement accélérer la neurogénèse dans l'hippocampe. Donc, on est en train de tester également cette hypothèse. Merci beaucoup, Monsieur Rich. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Une ou 2 questions? Oui, j'ai une question. La boîte crânienne, sa structure osseuse est a priori une barrière à la diffusion des ultrasons. Comment est-ce que vous avez résolu ce problème s'il se pose véritablement? Alors, chez la souris, l'os est assez fin pour qu'on puisse faire les ultrasons en extracrânien. Par contre, chez l'homme, effectivement, la boîte crânienne est trop épaisse et les ultrasons ne pénètrent pas correctement. C'est pour ça, et c'est le côté chirurgical de l'étude qui, comme ça, ne paraît pas forcément chirurgical. Chez l'homme, l'émetteur d'ultrasons s'implante directement dans l'os de la boîte crânienne. Je pense sur l'IRM que j'ai mis en photo tout au début quand je parle du glioblastome, je pense qu'on peut voir l'artefact lié à l'émetteur. Donc chez l'homme, c'est un trou de trépan et dans le trou de trépan, l'émetteur est placé dans ce trou de trépan, ce qui permet d'éviter d'avoir effectivement une barrière osseuse entre l'émetteur et le parenchyme cérébral. Merci. Ok, très bien. On va pouvoir passer au lauréat suivant, Monsieur Alexandre Lavolée, pour le prix cancérologie. On retente une prise en main de PowerPoint et si ça ne fonctionne pas, on reprendra la main si besoin. Dites-nous, vous avez juste à toucher aux flèches de votre clavier. D'accord, là c'est moi qui dois contrôler. Déjà, merci beaucoup effectivement à la Fondation d'avoir choisi mon projet et de me laisser effectivement le présenter aujourd'hui lors de cette cérémonie un peu dématérialisée. Donc moi, j'ai fait un travail l'année dernière sur l'étude de l'hyperméthylation dans l'ADN tumoral circulant comme marqueur universel des tumeurs urothéliales de vessie. Donc le cancer de la vessie, ça représente plus de 13 500 nouveaux cas par an en France. C'est le 8e cancer le plus courant, 4e chez l'homme et 12e chez la femme. L'histologie la plus fréquente est le carcinome urothélial, dans 90% des cas. On distingue 2 formes au diagnostic. La forme non infiltrante, 75% des formes donc, lors du diagnostic, qui elle sera traitée par des résections itératives et des instillations éventuellement de chimiothérapie dans la vessie. Et les formes infiltrantes, qui représentent 25% au diagnostic, qui elles se traitent par l'ablation de la vessie, donc par la cystectomie. Donc c'est une pathologie qui représente un risque important de récidive. Actuellement, il n'y a pas de biomarqueur prognostique ni de suivi comme pour certains autres cancers, le PSA pour la prostate. L'ADN tumoral circulant est actuellement un matériel qui est identifiable dans différents fluides corporels, notamment le sang, mais également les urines. L'hyperméthylation a été prouvée comme un marqueur précoce de carcinogénèse dans déjà certains cancers. Donc la méthylation est un phénomène épigénétique qui n'affecte pas les séquences d'ADN. Elle se fait sur les sites CPG, qui désignent donc un dinucléotide CG sur un même brin d'ADN. Et le laboratoire dans lequel j'ai fait mon Master 2 avait une expertise donc, dans ces 2 domaines. Donc il y avait d'abord 2 parties à ce projet. Donc la première partie qui était l'identification des biomarqueurs et la deuxième partie qui était donc leur validation.
Nous avons d'abord commencé par utiliser donc, le TCGA, le Cancer Genome Atlas, qui est une base de données publique qui regroupe l'étude de 33 cancers avec des données de méthylation, de séquençage, de nombre de copies de gènes, des données cliniques et des données de l'âme d'anatomopathologie. Nous avons trouvé donc, le projet pour la vessie qui s'appelait le projet BLCA, qui regroupait donc 412 patients et nous avions 440 fichiers de méthylation. Donc, dans ces fichiers, nous avions donc le CPG, le composite élément, mais également donc, la beta value. La beta value, donc c'est à chaque CPG est associée une beta value. Ça représente l'estimation du niveau de la méthylation utilisant le ratio des intensités entre un allèle méthylé et un allèle non méthylé. Ça va de 0 à 1, 0 étant donc non méthylé et 1 méthylé. Il y avait également donc, la place du CPG donc, sur le chromosome, où est-ce que ça commençait, où est-ce qu'il terminait, et les informations associées. Donc, dans ce projet, nous avions 440 fichiers, 418 fichiers donc, de tumeurs de vessie, un fichier de métastase et 21 fichiers de vessie étiquetés donc normales, qui étaient donc des tissus qui étaient recueillis lors des cystectomies et qui n'étaient pas étiquetés comme de la tumeur. Nous avons donc créé un graphique représentant la moyenne des bêta-values des CPG exprimée en valeur logarithmique en fonction du coefficient de variation des bêta-values, donc la variance divisée par la moyenne au carré. Chaque point donc, représente un site CPG particulier. Plus un point est vers la droite, plus il a un niveau de méthylation élevé. Plus un point est haut, plus il a un coefficient de variation des bêta-values élevé. Et nous pensions que les biomarqueurs d'intérêt se situaient effectivement dans les biomarqueurs les plus méthylés et les plus variables en fonction des échantillons. Nous avons sélectionné les 10% donc les plus variables et les plus méthylés, qui sont représentés par les points rouges. Donc dans les fichiers, nous sommes d'abord partis donc, de 485 000 CPG. Ensuite, nous avons retiré ceux avec des valeurs manquantes, donc nous passions à 382 000. Et en sélectionnant les 10% les plus variables, on en obtenait 38 200. Afin d'essayer de recréer les conditions du vivant, nous avons rajouté d'autres données de méthylation. Des données donc, de méthylation de 725 échantillons normaux des différentes corps du TCGA, donc, qui étaient des données de méthylation de thyroïde, de sein, de rein. Nous avons également rajouté des données de méthylation donc, de globules blancs, donc, sur une étude qui comparait la différence de régime sur l'état de méthylation, et également 253 échantillons de sang total qui, elles, étudiaient les différences de méthylation chez des patients qui étaient fumeurs ou non fumeurs. Donc à ça, nous avons également retiré donc, les données manquantes et nous obtenions donc 35 805 CPG d'intérêt. Ensuite, nous avons recherché les positions différentiellement méthylées, c'est-à-dire les CPG qui ont les bêta-values avec le plus d'écart de méthylation dans nos échantillons tumoraux de vessie, en comparant par rapport aux 4 autres groupes, qui étaient donc les échantillons de vessie normaux, les échantillons de globules blancs, les échantillons totaux sanguins et les autres échantillons normaux des autres tissus. Et là, en comparant, en recroisant effectivement ces positions différentiellement méthylées, on en obtenait 1004 qui ressortaient effectivement pour nos tissus tumoraux. Ensuite, là, nous avons représenté une heatmap donc, qui représente les CPG différentiellement méthylés. Ici, c'est la nature des tissus. Donc, on voit que ce clusteris se regroupe effectivement les tissus tumoraux entre eux. En orange se situent les bêta-values qui sont hyperméthylés et en bleu, les bêta-values, enfin les sites CPG qui sont peu méthylés. Donc là, on voit qu'effectivement, ça se clusterise assez bien donc pour les positions différentiellement méthylées. Pour accroître la spécificité des sites potentiels, nous avons sélectionné les CPG différentiellement méthylés qui ont moins de 5% de bêta-value supérieure à 0,1 dans les échantillons qui étaient non tumoraux. Donc de ces 104 CPG, nous avions 10 CPG d'intérêt qui ressortaient effectivement. Donc là, nous voyons à gauche les tissus tumoraux qui se regroupent, avec donc en orange les sites qui sont hyperméthylés, les tissus qui sont hyperméthylés. De ces sites, nous allons garder donc 5 cibles qui vont pouvoir se recouper au sein des tissus tumoraux afin que chaque échantillon tumoral soit hyperméthylé sur au moins une cible. Donc là, voilà, nous avons donc là nos 5 CPG qui sont représentés ici, nos tissus tumoraux, et donc effectivement, il y a des tissus tumoraux où toutes les cibles sont hyperméthylées, et certains tissus tumoraux où effectivement, il n'y a que quelques cibles qui sont méthylées, c'est pour ça que nous avons gardé ça. Nous avions 5 cibles effectivement. Nous avons donc ce travail est soumis actuellement au dépôt d'un brevet, donc nous ne pourrons pas effectivement divulguer tout à fait les cibles aujourd'hui. Donc les cibles, il y en avait une qui se situait sur le chromosome 4,
Il y en avait deux qui se situaient sur le chromosome 17 et qui appartenaient au même gène, qui a sans doute un vrai intérêt. Une dernière cible qui se situait sur le chromosome 2, nous avons appelé gène 3, et il y avait une cible qui n'était pas sur une séquence codante. Ensuite, nous avons extrait les séquences d'ADN de part et d'autre de ces cibles. Nous avons réalisé une conversion de bisulfite. Et ensuite, nous avons réalisé des amorces afin de pouvoir amplifier spécifiquement ces cibles en respectant donc les règles de fabrication des amorces. Nous avons également utilisé un logiciel, le logiciel Primer 3+, pour créer des amorces automatiques. Et également, nous en avons créé nous-mêmes. Il y avait donc pour chaque cible 2 paires d'amorces qui ont été créées. Donc, nous pouvons ensuite passer à la validation donc, de ces biomarqueurs. D'abord, nous avons réalisé un gradient de température donc, de ces amorces afin de savoir à quelle température elles allaient être le plus efficaces. Nous les avons testés donc, sur de l'ADN génomique et de l'ADN hyperméthylé en utilisant 10 nanogrammes d'ADN à chaque fois par amorce et par température. Nous avons d'abord testé ça en digital PCR en utilisant un réactif qui s'appelle l'Evagreen et qui effectivement, lorsque l'amorce fonctionnait, la réplication, il y avait les marqueurs d'Evagreen qui étaient libérés. Voilà, donc nous sommes partis donc, de 10 paires d'amorces que nous avons testées donc, en digital PCR. Pour les amorces du gène 1 et les amorces de unknown, elles vont tout de suite bien fonctionner, il y a une bonne amplification. Les amorces de gène 3 n'ont pas du tout marché, il n'y avait pas d'amplification, il y avait une amplification qui était aspécifique, nous avons donc abandonné ce biomarqueur. En revanche, pour le gène 2, donc les amorces qui avaient été designées, du coup, avaient une amplification qui était intermédiaire. Donc de ces amorces, nous avons recréé 4 nouvelles amorces que nous avons de nouveau testées. Et il y en avait effectivement 2 qui ressortaient avec une bonne amplification. Donc de toutes ces amorces, effectivement, il y en avait 6. Nous en avons sélectionné 3, donc une pour gène 1, une pour unknown et une pour le gène 2. Nous avons ensuite, après, créé des sondes afin que la séquence amplifiée soit reconnaissable. Pareil, en designant, effectivement, en respectant les consignes pour créer des sondes. Nous avons testé en gradient de température pour avoir effectivement l'amplification maximale avec ces sondes et également des gradients de concentration pour que ce soit le plus spécifique et le plus notable possible. Parallèlement à ça, à l'hôpital Pompidou, nous avons commencé une étude en juillet 2019 qui était l'étude Place-Muro. Donc ça incluait des patients opérés d'une cystectomie et d'une néphro-urétérectomie totale. Il y avait un prélèvement de sang et d'urine afin de pouvoir analyser ensuite l'ADN circulant. Nous réalisons ces prélèvements avant la chirurgie, après la chirurgie et lors des consultations post-opératoires et lors des consultations de suivi. Donc, quand j'avais terminé mon master, nous avions eu 42 patients qui avaient été inclus dans l'étude Place-Muro. Nous avions donc 68 prélèvements qui étaient donc préopératoires mais également post-opératoires. Il y avait également l'étude OncoHEGP qui là, est relative à tous les cancers à l'hôpital Pompidou, qui vise à conserver les tissus tumoraux pour les exploitations à visée de recherche. Et donc, il y a également des tissus tumoraux mais également normaux afin de tester donc, les biomarqueurs sur les tissus. Et nous avions donc 42 patients également dans cette étude qui étaient inclus. Donc à la fin de ce projet, nous avions identifié donc 3 biomarqueurs utilisant l'hyperméthylation, donc nommés gène 1, unknown et gène 2. Nous avions identifié la température optimale de fonctionnement qui était à 58, d'amplification qui était à 58,6 degrés, les concentrations optimales. Il nous restait plusieurs étapes, de tester la sonde de gène 2 que nous avons reçue trop tard, que nous n'avions pas pu tester, et ensuite vérifier l'hyperméthylation de ces cibles au niveau des tissus tumoraux de vessie, et après vérifier l'absence d'hyperméthylation sur des tissus sains, sur des bufficots qui sont les globules blancs, et ensuite vérifier sur de l'ADN circulant dans le sang et dans les urines. Le gène 1 qui était identifié était un facteur de transcription impliqué dans la transition épithélio-mésenchymateuse avec la formation du ventricule droit et des arcs aortiques, mais également le développement des membres et des arcs bronchiaux. Et c'était également un gène qui est impliqué dans son hyperméthylation avec le cancer de l'endomètre. Le gène 2, lui, contrôlait également de la transition épithélio-mésenchymateuse dans la migration et l'invasion des cellules tumorales. Et l'hyperméthylation était également identifiée comme biomarqueur dans le cancer du côlon et avait également un rôle dans le cancer du col cervical.
Donc, les perspectives pour ce projet, c'est effectivement un dosage qui pourrait être réalisé au cours du suivi des tumeurs non infiltrantes pour détecter donc, les récidives, évaluer effectivement la nécessité d'une cystectomie après une chimiothérapie néoadjuvante, puisque lorsque nous devons enlever la vessie, faire une cystectomie, il y a toujours une chimiothérapie néoadjuvante qui est proposée avant cette intervention. Et lorsque nous réalisons cette intervention après la chimiothérapie néoadjuvante, 28% des pièces opératoires ne retrouvent plus de cancer. Donc, il y a un vrai intérêt à faire un dosage afin de savoir s'il y a un intérêt à retirer la vessie après une chimiothérapie néoadjuvante. Le dosage après une chirurgie, s'il est positif, s'il nécessite une chimiothérapie, cette fois-ci qui sera adjuvante, et éventuellement la surveillance au long cours pour la recherche de métastases. Et ça, donc, c'est la représentation. C'est la représentation donc, de comment on pourrait l'inclure dans la avec la prise en charge conventionnelle donc, en 2020 et la perspective de la prise en charge en utilisant donc, l'ADN tumoral circulant. Si le patient reçoit une chimiothérapie, on va doser ensuite l'ADN tumoral circulant. S'il n'y en a plus, peut-être suspendre la cystectomie. En revanche, si on pratique la cystectomie, évaluer s'il y a un intérêt à faire une chimiothérapie d'emblée sur des critères histologiques ou une invasion ganglionnaire. S'il n'y a pas d'intérêt sur ces marqueurs-là de faire une chimiothérapie, doser l'ADN tumoral circulant. Et si on trouve effectivement cet ADN tumoral circulant, réaliser éventuellement une chimiothérapie adjuvante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lavolée. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Non? Bon, j'ai une remarque. Le travail d'Alexandre est remarquable. Bonjour Alexandre. C'est comme le précédent, la marque vraiment d'une excellence. Juste un mot sur la manière de sélectionner ces lauréats. La procédure est la suivante. Chacun des directeurs de parcours sélectionne le haut du panier des projets qui sont, des études qui sont soutenues pour l'obtention du master à la fin de l'année scolaire. Et ces travaux sont communiqués au conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir, qui finalement choisit l'heureuse ou l'heureux élu dans chaque parcours, plus un prix général que nous verrons à la fin. Et nous avons voulu cela pour qu'il n'y ait aucune dépendance, aucune influence entre les enseignants du master d'une part et puis le conseil scientifique dans la désignation des lauréats finaux. Donc, félicitations Alexandre. Merci Monsieur Allaire. Merci Monsieur Allaire pour ces précisions. Nous allons donner la parole à Monsieur Guillaume Perret, qui est lauréat du prix 3R. Pardon. Alors, tout d'abord, merci à tous. Je souhaitais remercier la Fondation de l'Avenir pour leur aide aux jeunes chercheurs et puis remercier tout l'encadrement du Master 2 de sciences chirurgicales de Paris-Créteil qui nous permet de passer une année très enrichissante à tous les points de vue. Alors, en ce qui concerne mon master, donc, je vais vous parler du traitement du fistule gastro-cutanées chronique après sleeve gastrectomie chez le rat Wistar par des vésicules extracellulaires issues de cellules souches mésenchymateuses. Alors, j'ai du mal à passer. Alors, c'est juste les flèches sur votre clavier. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y. Donc, pour commencer, alors comme vous le savez peut-être, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie très importante en France, puisqu'on fait environ 50 000 procédures par an. Bon, avec le Covid, évidemment, on a dû limiter cette part de la chirurgie. C'est un traitement à la fois curatif et préventif des complications de l'obésité. Vous savez qu'actuellement en France, 17% de la population est obèse. C'est un véritable problème. Donc la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui s'adresse à une population qui est sélectionnée, très bien préparée. On réalise environ en France donc 35 000 sleeve gastrectomies par an. Alors c'est une opération, vous voyez le schéma général là, sur cette diapositive, c'est une opération qui est plus simple que le bypass gastrique en Y, et c'est une opération qui est plus courte, qui a moins de complications à court terme, à long terme également. Et dans les études de non-infériorité récentes, de très bonnes méta-analyses, on a montré une non-infériorité dans la perte de poids et dans le contrôle des comorbidités précoces et à long terme. Donc cette opération, elle consiste à agrafer le long de la petite courbure gastrique
a créé sleeve, donc un manchon en anglais, qui va permettre de réduire le volume de l'estomac. Donc c'est une technique qui est restrictive, il n'y a pas de part mal absorptive, c'est pour ça qu'elle est appréciée. La principale complication finalement de la gastrectomie, c'est la fistule de la ligne d'agrafe, entre 1,5 et 2% dans les méta-analyses très récentes. Ça peut être plus important dans les centres de petits volumes. Cette fistule, qui au départ est aiguë, peut devenir chronique si elle est mal prise en charge. Les délais de cicatrisation sont très très longs, c'est 4 à 6 mois. Ce sont des gens souvent jeunes en chirurgie bariatrique, et donc là ce sont des gens jeunes qui ne peuvent pas maintenir une activité familiale et professionnelle, qui sont en arrêt maladie pendant très longtemps, à jeun, avec une alimentation parentérale, donc c'est vraiment très très lourd. Les complications sont nombreuses, infectieuses, et notamment un gros risque d'abcès, de péritonite post-opératoire, et on a environ 20% de décès. En France, ça représente environ 60 décès. Donc, j'ai mal à vous passer. Voilà. Donc, cette fistule, on l'explique par 2 grandes modifications. D'abord, une modification anatomique, parce qu'on a une part ischémique toujours dans la fistule, et c'est notamment les variations de l'artère gastrique gauche, variation qui touche moins de 10% des gens, mais qui est favorisante dans la fistule, à partir de ligne d'agrafe, qui sera ischémique, et également une hyperpression, puisqu'on sait que dans l'estomac, après une sleeve gastrectomie, la pression résiduelle est supérieure, il y a plus de 10 mm de mercure par rapport à un estomac normal, non opéré. Donc c'est 2 facteurs de risque importants. Avant 7 jours, on parle de fistule aiguë. Le traitement, c'est une reprise chirurgicale et un drainage. Entre 1 semaine et 12 semaines, ça c'est consensuel, on parle de fistule précoce ou tardive, mais le traitement est endoscopique. On peut mettre des stents, on peut mettre des drains nasokystiques, on peut mettre des drains queue de cochon ou pigtail en anglais, mais le traitement est endoscopique. Donc là, on a traité 80% des malades. Cependant, après 12 semaines d'évolution, donc 3 mois, eh bien, on rentre dans une fistule qui est chronique, qui va se fistuliser le plus souvent à la peau, exceptionnellement aux bronches, mais le plus souvent à la peau. Et le traitement, dans ces cas-là, il est uniquement chirurgical. Et on n'a aucune autre alternative à ce traitement chirurgical, souvent mutilant, qui peut aller jusqu'à la gastrectomie totale. Donc, actuellement, dans le laboratoire où je travaille, on s'est tourné finalement vers la thérapie cellulaire, puisque en 2020, on a de nouveaux espoirs, avec notamment le Darvastrocel, ce sont des cellules souches dérivées des cellules mésenchymateuses adipeuses. Il y a un essai actuellement Pardon. Donc, le Darvastrocel, pardon, ça a été validé par l'étude publiée dans le Lancet en 2017 par l'équipe de Panes. Et donc, c'est un médicament maintenant commercialisé par un laboratoire Takeda, qui a l'AMM uniquement pour les fistules réfractaires au traitement médical et chirurgical bien conduit dans le cadre de la maladie de Crohn, et c'est uniquement pour les fistules anopérinéales. Donc, rien pour le tube digestif en dehors de la sphère anopérinéale. Nous, ce qui nous intéressait, ce sont les vésicules extracellulaires, puisque vous savez qu'elles sont responsables de l'effet paracrine des cellules souches mésenchymateuses. Ce sont des petits exosomes de 40 à 100 nanomètres, avec des propriétés variées très intéressantes. Ça a des propriétés pro-régénératives, pro-angiogéniques, anti-inflammatoires, immunomodulateurs, via les lymphocytes T régulateurs, via les macrophages M2, en entraînant une hyperpolarisation des macrophages. Donc, notre raisonnement dans le laboratoire a été de se demander si ces vésicules ne pouvaient pas représenter un traitement prometteur alternatif au traitement chirurgical lourd et mutilant. Donc, pour coupler ces vésicules extracellulaires, puisqu'on a prouvé en fait dans des études plus tôt que ces vésicules ne sont pas administrables de façon systémique, puisqu'elles sont dégradées par le foie et captées par le poumon. Donc, on a voulu le coupler à un gel, à un vecteur. Donc, le gel candidat que l'on a retenu, c'est le Pluronic F127, c'est un poloxamère thermosensible, c'est-à-dire qu'à une température de moins de 20 degrés, ce gel est liquide, facilement administrable, et au-delà de 20 degrés, donc à température du corps, au-delà de 20 degrés, il va finalement se gélifier, remplir sa fonction de gel dans les trajets fistuleux. Il y a déjà des publications sur ce gel, et notamment il était accepté aux États-Unis pour servir de vecteur pour des solutions oculaires, buccales, intravaginales et intrarectales. Le laboratoire où je travaille a publié récemment une étude
où on a travaillé sur des fistules œsocutanées chroniques chez le cochon. Eh bien, on a traité ces animaux-là avec une administration de gel mélangé à des vésicules extracellulaires et on a atteint un taux de guérison de 100% dans le groupe gel plus vésicule de ces fistules, 67% de guérison avec du gel seul contre 0% de guérison dans le groupe contrôle. Donc on a prouvé qu'il y avait également une activité antifibrotique, anti-inflammatoire et pro-angiogénique. Donc les objectifs de ce travail, c'était de déterminer le taux de fermeture des fistules gastro-cutanées chroniques après une sleeve gastrectomie chez le rat Wistar, grâce à des vésicules extracellulaires issues des cellules souches mésenchymateuses, plus ou moins associées à ce gel de pluronique. Les objectifs secondaires, c'était de déterminer l'activité anti-inflammatoire, immunomodulatrice, antifibrotique et pro-angiogénique de nos vésicules. Donc tout d'abord, on a produit les vésicules extracellulaires à Paris-Descartes, laboratoire du docteur Amanda Brun, par un double stress, à la fois un stress mécanique et un stress chimique. On a également produit, je vous montre l'activité pro-angiogénique sur des cellules UVEC, sur des scratch tests. Ici, l'activité métabolique de nos vésicules via les tests à la Marblou, donc c'est un test, une réaction d'oxydoréduction, qui permet de montrer que des vésicules mis en carence au bout de 24 heures, eh bien, quand on met des vésicules, les cellules ont une activité métabolique supérieure au contrôle négatif et au contrôle positif. Nous avons produit le gel de pluronique F127, donc fourni par le laboratoire BASF. Donc, c'est une réaction, donc ça prend à peu près 24 heures, il faut le faire dans un milieu froid, à 4 degrés, avec un système aimanté qui permet à la poudre de se mélanger au sérum physiologique, le sérum salé à 9 pour 1000. Et puis là, je vous montre les courbes que l'on a fait pour étudier la rhéologie du produit. Et vous voyez bien qu'à dessous, c'est à 19 degrés, on a un virage dans la présentation du gel, en fonction de la température. Là, vous voyez le test de renversement, c'est exactement ce que je vous expliquais. Donc, en ce qui concerne la technique chirurgicale de la sleeve gastrectomie chez le rat Wistar, on a pris des rats femelles plutôt que des rats mâles, puisque les rats mâles, vous savez, ont un poids qui augmente en vieillissant, donc on ne voulait pas rajouter un biais à notre étude, donc on a pris des rats Wistar femelles qui ont un poids constant en fonction du temps. La technique chirurgicale était strictement la même que chez l'homme, c'est-à-dire réaliser une gastrolyse, libérer donc le ligament gastrosplénique et gastrocolique, mobiliser la grande courbure gastrique, appliquer une agrafe automatique triple couche comme on ferait chez l'homme. Et puis finalement, on se retrouve avec ce tube gastrique que l'on va venir fistuliser à la peau en chicane pour créer un trajet fistule-like, puisque ce n'était pas possible de laisser des drains ou des redons chez l'animal. Et donc on crée ce trajet fistule-like en venant fixer avec 2 points de PDS 5.0 la fistule à la peau. Là, vous voyez l'aspect final après 15 jours. Donc on avait créé ce modèle animal qui n'était pas décrit et qui est en cours de publication. Donc le modèle expérimental, c'était réaliser donc 40 procédures. On avait calculé le nombre de sujets nécessaires, il fallait plus de 7 rats par groupe. Nous avons défini 5 groupes de traitement, donc à partir du 15e jour, on estimait que la fistule était chronicisée, cicatrisée. Donc le premier groupe de traitement, c'était des vésicules extracellulaires seules, à la dose de 2 puissance 11 vésicules extracellulaires injectés directement sous le trajet fistuleux. Le groupe numéro 2, c'était du gel de pluronique seul à la dose de 250 microlitres à 4 degrés. Le groupe numéro 3, c'était les vésicules mélangées au gel de pluronique. Le groupe numéro 4 était les cellules souches ADSC qui avaient servi à produire ces vésicules extracellulaires afin de comparer la méthode de référence avec ces vésicules, en tout cas, à la dose donc, de 10 puissance 7 cellules, donc 10 millions. Et puis un groupe numéro 5, un groupe de contrôle, qui ne recevait pas de traitement particulier. On renouvelait le traitement 15 jours plus tard, au 30e jour post-opératoire. Et puis nous réalisions à J44 un TEP scanner afin d'acquérir le SUV max, le SUV moyen et le hot average, les paramètres de médecine nucléaire dont on va reparler juste après. Et à J45, eh bien, on sacrifie l'animal
On déterminait à l'aide d'un fil guide le diamètre de l'orifice fistuleux, enfin la persistance ou pas de l'orifice fistuleux, le diamètre, le débit n'était pas évaluable chez le petit animal, c'était trop difficile. Et puis, on estimait un score d'inflammation clinique. Et puis après, on prélevait de façon entière l'estomac et la fistule pour une analyse histologique. Donc, en ce qui concerne le critère principal, eh bien, en termes de fermeture des fistules gastrocutanées, eh bien, on a noté un taux de fermeture de 87,5% de fermeture dans le groupe vésicule extracellulaire seul, 62,5% dans le groupe vésicule extracellulaire plus le gel, et 57,1% avec les cellules souches mésenchymateuses. Donc ce résultat était statistiquement significatif par rapport au contrôle et au gel. En ce qui concerne la cinétique de fermeture, puisqu'on a vu que l'efficacité des vésicules et des vésicules avec le gel, eh bien, on voit que sur cette courbe de Kaplan-Meier, avec un petit p significatif, eh bien, on confirmait la supériorité des vésicules extracellulaires seuls et des vésicules extracellulaires plus le gel sur la cinétique de fermeture des fistules, puisque les fistules étaient majoritairement fermées avant même le second traitement. En ce qui concernait les critères secondaires de dénutrition, eh bien, rien de très significatif chez le petit animal. La perte de poids et de dénutrition ne ressortait pas. Par contre, en ce qui concerne le score d'inflammation que nous avions réalisé, on voyait une activité inflammatoire très intéressante des vésicules extracellulaires injectées, des vésicules extracellulaires couplées au gel, mais également des ADSC. Et ça, c'était quelque chose qui était connu, puisque c'est un des mécanismes qui explique l'efficacité clinique du Darvastrocel qui est commercialisé. En ce qui concerne les résultats radiologiques, donc, on a réalisé donc, à la plateforme du petit animal à Paris-Descartes, au laboratoire INSERM, des TEP scanners au 18 FDG afin de mesurer l'inflammation. Donc on a injecté 25 mégabecquerels à ces animaux. 70 minutes après, nous réalisions un scanner couplé avec une scintigraphie, donc un TEP scanner. Et là, vous voyez une capture avec le rat du groupe contrôle, un autre avec le groupe des vésicules, et vous voyez une diminution. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est inflammatoire, plus ça capte le produit. Et vous voyez une diminution avec le groupe vésicule extracellulaire. Je vais vous montrer maintenant avec une opacification du trajet fistuleux. Donc vous voyez la captation rouge autour du trajet fistuleux. Vous voyez la sleeve gastrectomie dans ce manchon un petit peu vertical chez le rat, et une captation après au niveau des urines qui est physiologique par contre. Donc, est-ce que je vous expliquais, on a pu injecter 3 à 4 animaux par groupe, par manque de temps, et puis en termes de coût, on n'a pas pu faire toute la cohorte des rats. Eh bien, on voit le hot average, donc c'est le SUV moyen, on voit une diminution de l'inflammation, une diminution du SUV dans le groupe vésicule plus gel, et dans le groupe des ADSC. Malheureusement, par manque de puissance statistique, on ne peut pas donner un résultat statistiquement significatif, mais il y a une tendance à une activité, en tout cas anti-inflammatoire, de nos traitements. Là, je vous montre pareil. C'est exactement la même chose. Et en ce qui concerne les résultats histologiques, on a pu marquer la fibrose par un logiciel colorimétrique qui permettait l'analyse fine des pixels. Et ce que l'on a montré, eh bien, c'est une diminution de la fibrose cicatricielle sur les pièces par rapport au contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que l'activité anti-fibrotique cicatrisante des vésicules et des vésicules plus le gel n'est pas inférieure, en tout cas aux ADSC, qui est actuellement le traitement de référence en 2021. Donc, quelle perspective? Finalement, on voit que les vésicules extracellulaires semblent efficaces et surtout sont une technique qu'on dit en anglais cell-free therapy, c'est-à-dire une thérapie cellulaire sans cellules. Et ces cellules, donc ça veut dire sans les inconvénients en termes, je pense, de prolifération, différenciation, oncogénèse des cellules souches. Alors notre modèle animal, il est critiquable puisque c'est un petit animal. Notre technique chirurgicale, finalement, consiste à cette fistule que l'on a créée avec un trajet fistule-like, n'est pas vraiment la fistule que l'on verrait chez un patient, mais bon. Donc je reviens là sur les avantages des vésicules extracellulaires en termes de logistique, de sécurité.
Actuellement, là, on a démarré un projet de fistule gastro-cutanée chez le cochon. On a créé le modèle et on entame un petit peu le même raisonnement, mais sur le gros animal, pour avoir un niveau de preuve supplémentaire. Et l'objectif sera, à court terme, un essai clinique chez l'homme de phase 1, puisqu'on a modifié le mode de production des vésicules extracellulaires avec un grade clinique cette fois-ci. Donc en conclusion, les vésicules extracellulaires permettent d'améliorer le taux de fermeture des fistules gastro-cutanées par rapport aux ADSC. On a montré leur activité inflammatoire. Elles sont beaucoup plus avantageuses et beaucoup plus standardisées dans la production que les cellules souches mésenchymateuses. Et on a besoin de poursuivre les investigations sur d'autres modèles, et notamment le cochon, comme vous expliquez, avant de lancer un essai de phase 1 chez l'homme. Et je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation. On est un petit peu pris par le temps, mais malgré tout, est-ce qu'il y a une question pour les travaux de M. Perret? S'il n'y en a pas, j'en ai une. Bravo d'abord pour ce travail. Est-ce que les vésicules ont besoin d'être autologues ou est-ce peut-être allogéniques? Alors, tout à fait. Alors, pour le moment, ce qu'on est en train de développer, c'est plutôt des vésicules allogéniques, mais on pourrait tout à fait les imaginer autologues. L'avantage des vésicules extracellulaires par rapport aux ADSC, et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'elles expriment très très faiblement le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques d'immunogénèse et de sensibilisation de ces traitements. Donc on peut tout à fait faire des vésicules allogéniques. Entendu. Nous allons donc passer la parole à Madame Cécile Monceau, qui sera la dernière lauréate à intervenir, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du prix spécial du jury. Madame Monceau, je vous laisse la parole. Alors, j'essaie de faire défiler le diaporama. Juste avec les flèches de votre clavier, directement. Ça ne marche pas. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon, allez-y. Mesdames et messieurs, sachez que je suis très heureuse de vous présenter mes travaux sur le tissu adipeux prostatique, un tissu dont les caractéristiques structurelles et fonctionnelles pourraient être acteurs de la progression du cancer de la prostate. Alors, comme vous le savez, le cancer de la prostate est un problème de santé publique. Dans les pays industrialisés, il est majoritairement diagnostiqué à un stade localisé, curatif. Toutefois, lorsqu'il est métastatique, les thérapeutiques ne sont actuellement que palliatives. On sait que lorsque les cellules de la prostate commencent à franchir la capsule prostatique, elles rentrent en contact avec le tissu adipeux qui entoure la prostate, et c'est un facteur reconnu de mauvais pronostic. Alors, le tissu adipeux, la prostate est entourée d'un tissu adipeux qu'on appelle le tissu adipeux périprostatique, et c'est un tissu qui semble tout à fait original puisqu'il ne s'expand pas en conditions d'obésité. Pour revenir sur le tissu adipeux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est bien sûr principalement des adipocytes, qui sont les cellules majoritaires de ce tissu, qui permettent de stocker et de relarguer les lipides en fonction des conditions énergétiques, mais c'est également un tissu qui sécrète des hormones, des cytokines et des chimiokines. Ce tissu est également composé de cellules progénitrices adipocytaires, de cellules immunitaires telles que les macrophages. Il est structuré au sein d'une matrice extracellulaire, essentiellement composée de collagène. Et bien sûr, il est vascularisé. Les vaisseaux sont essentiels pour le développement des adipocytes et pour tous leurs échanges. Et on voit ici que chaque adipocyte doit être entouré d'un vaisseau. Ensuite, ce tissu est organisé, les adipocytes se regroupent et sont organisés en lobules qui représentent l'unité fonctionnelle du tissu adipeux. Alors, la relation entre tissu adipeux et cancer est actuellement étudiée essentiellement in vitro. On sait que les lipides peuvent servir de carburant pour les cellules tumorales. Dans le cancer de la prostate, on a trouvé que le tissu adipeux périprostatique était probablement riche en interleukine 6, une interleukine témoin de l'inflammation, et pourrait contribuer à la dissémination et la progression du cancer de la prostate.
L'objectif de mon travail était de caractériser le tissu adipeux, cette fois-ci chez l'homme, de caractériser son organisation structurelle, sa composition cellulaire, sa vascularisation et son organisation fonctionnelle. L'objectif était de comprendre pourquoi ce tissu ne s'expand pas en conditions d'obésité et d'en savoir un petit peu plus sur le caractère inflammatoire de ce tissu. Pour cela, j'ai travaillé sur des tissus adipeux périprostatiques prélevés au bloc opératoire au CHU de Toulouse chez des patients atteints d'un carcinome prostatique. Pour chacun de nos patients, on prélevait du tissu adipeux périprostatique et du tissu adipeux abdominopelvien qui est apparenté au tissu sous-cutané qui nous servira de tissu contrôle pour toute notre étude. Pour chacun des patients, on disposait d'une IRM préopératoire. Les tissus étaient prélevés au bloc opératoire et immédiatement transférés au laboratoire pour réaliser les analyses. La première partie de mon travail a consisté sur des IRM préopératoires à mesurer le tissu adipeux sous-cutané, le tissu adipeux abdominopelvien, notre tissu contrôle, et le tissu adipeux périprostatique. Et vous voyez ici que de façon tout à fait originale, le tissu adipeux périprostatique ne s'expand pas en conditions d'obésité. Ensuite, j'ai observé ce tissu par la dissection de lobules. On voit ici les lobules du tissu contrôle et les lobules du tissu adipeux périprostatique. On voit clairement que les lobules de tissu adipeux périprostatique sont plus petits. Même constatation sous le microscope, puisqu'on voit que le diamètre des adipocytes du tissu adipeux périprostatique est inférieur au diamètre des adipocytes du tissu contrôle. On s'est ensuite attaché à l'analyse de la vascularisation par des immunomarquages et une étude en microscopie confocale. On voit ici le tissu contrôle avec, sur la reconstruction 3D, on voit un petit peu mieux, avec, comme décrit dans mon introduction, chaque adipocyte est entouré d'un vaisseau, ce qui n'est pas le cas dans le tissu adipeux périprostatique. On a l'impression que les vaisseaux vascularisent plutôt un groupement d'adipocytes. Alors, cette vascularisation inhabituelle nous laisse penser que ce tissu évolue dans des conditions d'hypoxie. Avant d'aller plus loin sur l'hypoxie, il est indispensable de connaître les protéines IF pour hypoxia inducible factor. IF est un hétérodimère qui est composé de 2 sous-unités qui sont stabilisées en conditions d'hypoxie. Alors, en normoxie, IF1-alpha est hydroxylé, elle fixe ensuite VHL pour être ubiquitinylée et dégradée par le protéasome. En condition d'hypoxie, elle n'est pas hydroxylée, elle est alors transloquée dans le noyau où elle rencontre son partenaire bêta et elle permet ainsi la régulation et la transcription, elle permet ainsi la transcription des gènes cibles de l'hypoxie. Alors, parmi les gènes cibles de l'hypoxie, on retrouve les gènes impliqués dans le développement vasculaire, les gènes de l'inflammation, impliqués dans le remodelage de la matrice et la fibrose, la prolifération cellulaire, mais également le métabolisme du glucose. Alors, sur des données de transcriptomique, j'ai étudié les gènes impliqués dans la voie de l'hypoxie. On voit que les ARN qui étaient diminués dans le tissu adipeux périprostatique étaient ceux impliqués dans l'ubiquitinylation et la dégradation de l'IF. Et en revanche, les ARN qui étaient augmentés étaient ceux des protéines du complexe de transcription de l'IF, étaient les activateurs de l'IF ou étaient ceux des gènes cibles de l'hypoxie. Quand on analyse les protéines présentes dans ce tissu adipeux, on voit ici très bien que la sous-unité alpha était augmentée dans le tissu adipeux périprostatique, la sous-unité bêta qui n'est pas influencée par l'hypoxie n'était pas différentiellement exprimée, et gluten, qui est un transporteur du glucose mobilisé en conditions d'hypoxie, était largement augmenté dans le tissu adipeux périprostatique. Alors, les conséquences de l'hypoxie, c'est notamment l'inflammation et la fibrose. On a donc cherché à étudier ces 2 caractéristiques. On a étudié les macrophages qui étaient présents dans le tissu adipeux périprostatique. Alors, on distingue 2 types de macrophages, les macrophages résidents qui sont anti-inflammatoires et les macrophages recrutés qui sont plutôt pro-inflammatoires. On voit que dans le tissu adipeux périprostatique, les macrophages résidents, donc anti-inflammatoires, étaient diminués, alors que les macrophages recrutés pro-inflammatoires étaient augmentés. Même constatation lorsqu'on analyse les cytokines sur les milieux conditionnés. L'adiponectine, qui est une adipokine anti-inflammatoire, était diminuée, alors que l'IL-1β et l'activateur du plasminogène étaient augmentés dans le tissu adipeux périprostatique.
l'activateur des plasminogènes et notamment une cytokine impliquée dans la fabrication de fibrose. La fibrose qui est le deuxième pan qu'on a cherché à explorer par différentes approches, sous le microscope par des immunomarquages, via le dosage de l'hydroxyproline qui est un acide aminé quasi exclusivement représenté dans le collagène et sur des analyses en microscopie 3D. On voit ici très bien que dans le tissu adipeux périprostatique, la fibrose était augmentée par rapport au tissu contrôle. Donc, cette première description du tissu adipeux périprostatique chez l'homme a permis de montrer que c'était un tissu qui présentait une vascularisation dysfonctionnelle qui évoluait en conditions d'hypoxie. L'hypoxie pourrait expliquer une augmentation de la fibrose et cette augmentation de la fibrose explique tout à fait pourquoi ce tissu ne peut pas s'expandre en conditions d'obésité. Parallèlement à cela, l'hypoxie entraîne également une augmentation de l'inflammation et on sait que la fibrose et l'inflammation sont des facteurs qui favorisent la progression et l'agressivité tumorale. Alors, c'est un travail qui laisse de belles perspectives. Tout d'abord, l'espoir de découvrir de nouvelles cibles moléculaires qui nous permettraient de traiter des maladies prostatiques agressives. Et l'idée est également de pouvoir mesurer, évaluer des niveaux d'hypoxie tissulaire sur des techniques d'imagerie non invasive chez nos patients. Ces degrés d'hypoxie pourraient être corrélés à l'agressivité du cancer de la prostate et on pourrait ainsi proposer une nouvelle stratification du risque dans le cancer de la prostate qui serait directement utilisable en pratique clinique. Je voulais remercier l'équipe du professeur Muller et l'IPBS qui m'a accueilli pour ce master et qui m'a permis de réaliser ce travail. Le CHU de Toulouse dans lequel j'évolue actuellement, l'Université de Paris-Est-Créteil qui m'a épaulée pendant cette année de Master 2, l'Académie de chirurgie et bien sûr la Fondation de l'Avenir pour son soutien et son encouragement pour mes premiers pas dans la recherche médicale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Manceau. Est-ce que le temps de reprendre votre souffle, est-ce qu'il y a des questions concernant les travaux qui viennent d'être exposés? Excusez-moi d'être bavarde, mais s'il n'y en a pas d'autres, oui. Au contraire, je vous en prie. Félicitations. C'est un travail absolument remarquable pour ce qu'il est et pour les perspectives qu'il ouvre encore plus. Alors, il y a une chose qui m'a échappé. Le tissu adipeux périprostatique que vous avez étudié était un tissu au voisinage de tumeurs ou prostatiques ou de prostate saine? Alors, c'est un tissu qui a été étudié, prélevé chez des patients qui étaient atteints d'un cancer de la prostate localisé essentiellement, qui était prélevé au cours de prostatectomie. Après, c'est des résultats qu'on a comparés sur des tissus adipeux périprostatiques chez des patients qui n'avaient pas de cancer de la prostate. Et les caractéristiques comme le défaut de vascularisation semblent être une caractéristique commune chez les patients atteints d'un cancer de la prostate et non atteints d'un cancer de la prostate. Et le défaut de vascularisation explique, à votre avis, la plus faible taille des nodules? C'est une hypothèse qui serait tout à fait plausible, oui. Le lien entre fibrose et hypoxie est très mal connu en médecine, mais il est réel. On le voit, nous, dans l'ischémie, certaines formes d'ischémie des membres inférieurs, évidemment chroniques. C'est quelque chose qui est connu par ailleurs ou pas, ce lien entre hypoxie et fibrose? Alors c'est la même chaîne, c'est-à-dire que l'hypoxie recrute des facteurs d'inflammation et de nombreux facteurs d'inflammation recrutent les facteurs qui entraînent la fibrose. En clinique, il y a... très bien, très bonne réponse, mais ça serait très très intéressant, toujours intéressant de, comment dirais-je, de trouver des situations parallèles au système biologique qu'on manipule, et donc ça serait très très intéressant de répertorier les situations cliniques et clinico-pathologiques dans lesquelles il y a une fibrose importante associée à l'hypoxie. Il ne peut pas y en avoir beaucoup. Bravo en tout cas. Merci. Merci à nos 4 lauréats pour leurs travaux et
et toutes les progressions que ces recherches promettent. Je vais pouvoir, d'ici quelques instants, passer la parole pour le mot de la fin à Monsieur Philippe Mar, qui est avec nous en ce moment. Voilà, Monsieur Mar, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Je suis l'actuel président de l'Académie de chirurgie et j'ai tenu à venir à la réunion plutôt qu'en visioconférence pour des raisons de choix personnels. L'Académie de chirurgie est très heureuse de son partenariat avec la Fondation de l'Avenir, partenariat direct, puisque Éric Heller et Emmanuel Martineau en font partie, partenariat indirect pour à propos de toutes les actions que nous avons en commun. L'Académie de chirurgie est constituée de personnalités déjà aguerries et relativement âgées et évoluées dans la profession, mais elle est très, très ouverte sur les démarches des jeunes, sur leur appétence pour la recherche, et elle organise 2 fois par an, en novembre et en décembre, des séminaires de recherche le vendredi qui regroupent une dizaine chacun de candidats. Et les meilleurs d'entre eux sont l'objet d'un prix. Et les meilleurs des meilleurs sont publiés à l'Académie de médecine dans une séance spéciale au nombre qui regroupe 4 ou 5 d'entre eux. L'Académie de chirurgie vous félicite tous par ma bouche du travail que tous les 4 du travail que vous avez fait. Vos travaux sont remarquables et augurent bien pour nous, les anciens, de l'avenir de notre métier. Je vous remercie tous. Je remercie la Fondation de l'Avenir en la personne de la présidente de son directoire et de l'équipe qui a assuré la transmission de cette réunion. Merci beaucoup, Monsieur Mar. On va pouvoir clore cet événement. Merci à tous de vous être connectés et puis on vous dit à très bientôt pour certainement le 14e prix des chirurgiens de l'avenir. Voilà, très bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Ah.